Bienvenue au podcast de DiaCoach, avec une communauté positive qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi? Du diabète insulinodépendant. Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live podcast saison 1, épisode 3. Je suis Nathalie Kézin, patient expert pour les diabétiques insulinodépendants. Mon invitée aujourd'hui est Madame Antoine, diététicienne. Bonjour Dominique. Bonjour Nathalie. Tu peux te présenter, même si on se connaît très bien. Oui, je m'appelle Dominique Antoine, je suis donc diététicienne à l'hôpital Erasme depuis très très longtemps. Je me suis spécialisée en diabétologie et je travaille aussi bénévolement à l'AD, Association du diabète. Bien, qui était anciennement l'ABD, et on a très difficile à dire AD. À passer le cap et à enlever le B. Voilà. Donc on va discuter ensemble, on va papoter d'un petit peu de tout, sauf des bonnes résolutions, comme j'ai promis. Quoi qu'on a encore quelques jours pour faire des bonnes résolutions. Ou pas. Ou pas. Voilà, moi je décide de jamais en faire. Voilà. J'en fais comme tout au long de l'année. Comme ça on n'est jamais déçu. Voilà, j'en fais tout au long de l'année, donc j'en fais certainement pas en janvier. Donc pour les personnes qui nous suivent en direct, n'hésitez pas à faire des commentaires et poser vos questions. Pour ceux qui regardent par après le replay, vous pouvez toujours poser vos questions, je les transmets à Dominique et on est là pour y répondre. Il y a aussi l'enregistrement podcast qui se fait en même temps pour ceux qui veulent, qui n'ont pas l'occasion de regarder mais d'écouter. Donc il y aura d'ici quelques jours, on vous mettra le lien sur la page Facebook et via les réseaux sociaux. En fait, j'avais envie de discuter aujourd'hui, forcément d'alimentation, mais quelle est la différence entre l'alimentation d'une personne qui est insulinodépendante, qui prend de l'insuline, et une personne qui est diabétique et qui prend des médicaments? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Je pense qu'il faut plutôt faire la différence sur le type de diabète. Donc l'alimentation de la personne diabétique de type 1 n'est pas tout à fait la même. Elle est plus flexible et plus libre que l'alimentation de la personne diabétique de type 2 qui, par définition, est devenue diabétique parce qu'elle avait très souvent un excès de poids, voire une obésité morbide. Ça veut dire que dans le cas de la personne diabétique de type 2, on va quand même toujours prescrire des régimes hypocaloriques pour perdre quelques kilos, pour diminuer la résistance à l'insuline. Tandis que chez la personne diabétique de type 1 qui est traitée soit par pompe, soit par 4 injections d'insuline, c'est une alimentation équilibrée et donc il n'y a pas d'interdit. Mais donc il faut bien se dire que dans le cas d'une alimentation équilibrée, c'est pas sucre et chocolat à tous les étages et mayonnaise au sous-sol. Donc on reste quand même dans le bon sens, pas trop de sucre ajouté. Ça c'est un peu pour tout le monde. Voilà. Donc, il ne faut pas être diabétique pour bien manger et un peu limiter les recommandations pour la personne non diabétique mais qui souhaite rester en bonne santé sont exactement les mêmes que pour... Il y a une question qui me vient comme ça parce qu'on l'a posée il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait j'expliquais, c'est toi qui m'as appris pour avoir quand même un peu conscience en termes de morceaux de sucre, qu'est-ce que ça représente dans l'aliment que tu vas manger. Et il y a une personne qui m'a demandé, mais combien de morceaux de sucre on peut manger par jour? Si une personne qui ne porte pas forcément le diabète, quelles sont les recommandations de l'OMS? Alors c'est 10% du total calorique en sucre ajouté ou sucre libre. Et ça donc, représente combien de morceaux de sucre, ça c'est moi qui me demande. J'ai ma calculette. Si on a divisé par 5. Admettons, si on a des besoins caloriques de 2000 calories, 10% ça fait 200 calories. Tu divises par 4 pour avoir les grammes de sucre. Donc ça te fait 50 grammes de sucre. Ça nous fait 10 sucres. 10 sucres. Mais bon, 10 sucres... Ça va vite. Ça va vite. Donc, si tu prends un yaourt aux fruits sucrés, donc il ne faut pas boire 3 litres de coca pour y arriver vite. Non, ça c'est certain. Tu vois, donc, là, on y est vite. On y est très vite. Bon, c'était une petite question comme ça qui m'est venue et j'en ai encore une autre aussi à te poser plus tard que je me suis moi-même demandé. Et donc, par rapport à la différence, je pense qu'en fait, c'est l'extérieur qui a du mal avec ça, difficile à comprendre. Diabète, pour eux, égale forcément régime, forcément, tu ne peux pas manger de sucre. Et souvent, nous, comme on arrive à calculer
justement les pourcentages et les grammes de sucre de ce qu'on mange et qu'on met notre insuline en fonction, mais du coup, on n'a pas cette notion d'interdit et on peut manger tout. Bien évidemment, sauf si on a des problèmes de poids ou... Tout à fait. Voilà. Et comment faire comprendre ça à l'entourage? Moi, j'ai extrêmement difficile à leur expliquer. Voilà, non, on n'est pas au régime. Bon, moi, je sais que moi, j'ai du poids à perdre, mais à part ça, si j'ai envie de manger du chocolat, si j'ai envie de boire du vrai coca, je n'ai pas d'interdit. À partir du moment où j'arrive à contrôler et que ma glycémie ne monte pas et que je gère tout ça, il n'y a pas d'interdit. Mais il n'y a pas d'interdit, mais comme tu dis, comment est-ce qu'on peut faire passer ce message aux gens? En fait, c'est par ignorance que les gens pensent ça. Donc d'abord, on pense que le diabète est une maladie qui punit les gens qui ont mangé trop de sucre pendant leur enfance. C'est pas du tout vrai. Donc le type 1, c'est une maladie auto-immune. Et le type 2 est lié à l'excès de poids. Et l'excès de poids est lié à l'excès de calories, que ce soit du sucre ou de la graisse. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, dans la tête des gens, diabète est associé à interdiction du sucre. Ouais. Parce que je pense aussi que la population en général ne connaît pas tous les traitements qu'on a actuellement. Et c'est fort évolué. Voilà, les traitements qui sont extrêmement flexibles, les pompes à insuline qui n'existaient pas avant ou qui étaient beaucoup moins utilisées qu'actuellement. Donc tout ça fait qu'on peut adapter exactement notre traitement à ce qu'on mange. Oui, j'ai perdu ma question. J'avais une question qui est arrivée, elle est repartie aussi vite. Par rapport à... Oui, ce qui est fort perturbant aussi, les gens qui sont autour de nous, c'est qu'à un moment donné, ils ne font pas la différence non plus entre ce qu'on aime et ce qu'on ne peut pas. Par moment, moi, je vais refuser de prendre un aliment tout simplement parce que je ne l'aime pas. Oui. Et ça peut être un aliment sucré. Puis après, je vais accepter un autre aliment. Mais ils ont difficile à comprendre qu'on arrive à gérer tout ça. Évidemment, ça a évolué, comme tu dis, avec les pompes à insuline. Et donc, par exemple, on va me proposer un coca, je vais dire non. Mais après, je vais m'enfiler tout un morceau de tarte. Et là, je vois que les gens, ils comprennent pas du tout. Elle dit, mais pourquoi elle dit non à mon coca et après elle s'enfile un morceau de tarte? C'est très difficile, le message, je trouve, à faire passer. Et je remarque sur les réseaux sociaux aussi, c'est les réflexions qu'on a des gens, mais qui nous gavent. Mais vraiment, ça nous gave. Mais elle peut pas, ou on nous retire presque l'assiette... en dessous, comme si c'était un crime d'accepter. Les gens aiment toujours bien un peu critiquer, se mêler un petit peu de l'assiette des autres. Et je pense que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'ignorance. Et c'est ça qui donne ces faux messages ou voilà, à la limite, c'est comme si on voit quelqu'un qui est trop gros et qui mange des frites. On va lever les yeux au ciel en disant, oui, évidemment, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle mange des frites. C'est de sa faute. Voilà, donc, c'est de sa faute. Ouais. Donc, il y a des jugements comme ça à l'emporte-pièce qui sont... Oui, et les croyances sont très difficiles à enlever. Ouais. Hein. On voit toujours le diabétique aveugle, amputé dans une chaise roulante. Ça, c'est vraiment l'image qu'on a très difficile à enlever des personnes. Parce que c'était le cas avant. Parce que c'était le cas avant. Il y a 5... Enfin, moi, j'ai des patients qui sont devenus diabétiques et qui me disent ça me fait terriblement peur parce que mon grand-père, on lui a coupé ses jambes ou il est mort du diabète. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a 50, 60 ans, de nouveau, on n'avait pas tout ce qu'on a à notre portée maintenant pour soigner le diabète. Par rapport, puisque moi je vise plus les insulinodépendants, enfin c'est les personnes qui me suivent et dont j'ai plus facile à parler aussi. Dans les consultations, comment est-ce qu'on est? On est difficile? Comment il y a une grosse différence, j'imagine, entre les consultations des insulinodépendants et ceux qui sont... Est-ce qu'on est... Moi, je trouve qu'à force qu'on se maîtrise très, très bien et qu'on connaît très, très bien notre maladie et qu'on a l'occasion de bien être informé et de gérer ça, je trouve qu'on est parfois un peu difficile avec le monde médical. On est un peu... on accepte difficilement les c'est-à-dire critiques. Que je pense que les diabétiques se connaissent mieux. Oui. Enfin, se connaissent en tout cas aussi bien que les soignants. Oui. Et ça, c'est parfois dérangeant pour les soignants. Oui. Mais toi, tu le remarques en tout cas dans tes consultations. Moi, je trouve que les gens qui viennent me voir, ils sont quand même encore dans l'apprentissage. Oui.
Donc des gens qui ont voilà, suivi des modules d'éducation sur, par exemple, l'insulothérapie fonctionnelle, je vais peut-être les revoir une fois après pour faire une mise au point. Mais je trouve que c'est quand même des gens qui sont encore en demande d'information. Il y a pas des gens qui viennent en disant, mais moi je sais tout, j'ai rien besoin de savoir. Non, c'est plutôt... Ah, donc en fait, c'est vraiment des personnes qui sont encore en recherche d'informations Oui. et intéressées. Oui, Ah, c'est oui, sympa ça. oui, Oui. oui. Mais c'est vrai que tout évolue et tout change. Et ce qu'on met dans notre assiette aussi, en fonction de ce qu'on a le choix à acheter dans les magasins, tout ça change et j'espère va encore changer dans le positif. Et c'est vrai que là, tu peux nous aider. Bah, maintenant, ce qu'il y a de fort, enfin de relativement nouveau, c'est tout ce truc de l'alimentation durable, manger local, C'est parfois un peu plutôt... culpabilisant Ah oui, aussi. Hein. oui. Moi, tu t'avais fait une chouette intervention, moi, qui m'a beaucoup parlé à la journée des patients de Mhm. l'AD, où tu avais comparé des étiquettes bio Ouais. avec Bah, de nouveau, il y a une Et là, moi, grande, j'étais saisie parce que... grande Oui, méconnaissance, hein. Moi, j'ai des patients qui pensent que s'ils achètent dans un magasin bio, ça veut d'office dire que c'est sans sucre, sans sel ou moins gras. Alors que non, c'est pas du tout ça la définition du bio. Donc, il faut laisser au bio ce que ça veut dire et pas en faire un amalgame. Il y a, bon, bah, le meilleur exemple, c'est le sirop d'agave qui est vendu oui, comme soi-disant bon édulcorant pour les personnes diabétiques, alors que le sirop, c'est par définition, c'est un sucre, hein, oui, tout à fait. qu'il soit bio ou qu'il soit pas bio. Oui, 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 bah, dans l'idée des gens aussi, moi j'ai été saisie parce que petite anecdote, je vais à la pharmacie et j'ai vraiment été fort malade presque pendant un mois, Mhm. de novembre à décembre. Et je lui demande, vous n'avez vraiment pas un sirop qui peut m'aider pour la Mhm. toux? Et je lui demande sans sucre. Parce que je suis diabétique. Je lui dis, ah oui, oui. Bon, elle me donne un sirop. Et puis elle me dit, mais vous savez, madame, hein, le meilleur remède, ça reste quand même du miel avec Du citron, il dit Oui, les c'est choses. ça. Et puis je la regarde, je me dis, mais elle se moque de moi. Je dis, mais madame, c'est dit du miel, c'est du sucre. Mais non, madame, c'est du fructose. Je dis, Mhm. enfin, et pas moyen de lui faire comprendre Ah, le miel que... a une aura tout à fait particulière, hein, et euh, donc parce que voilà, c'est quelque chose qui est naturel, et donc d'office, on pense que ce qui est naturel est bon pour la santé. Donc moi, j'ai quand même pas mal de population, une grosse population maghrébine, et là, par exemple, les croyances sont très fortes. Donc ils pensent que si ils ramènent du miel de chez eux, Ah, ça va être ça va être meilleur. meilleur, et c'est même bon pour le diabète, ça peut même soigner le diabète. Ah oui, oulala. Mhm. Ah oui, oui. Tiens, à propos des aliments, il y a toute une série de nouveaux légumes qui apparaissent, ou peut-être Oh, les topinambours et les panais. Oui, voilà, et Mhm. justement, dans ce qu'on voit un peu partout, on insiste beaucoup sur les patates douces, tu vois. Mhm. Et évidemment, je me laisse quand même influencer Ouais. par ce qu'il dit. Je me dis, oh, bah, au lieu d'acheter des frites, je vais acheter des patates douces, me disant, c'est peut-être quand même meilleur pour la santé. Non, mais des frites de patates douces ou des Des patates... frites aux Ah, bah, patates ça, c'est douces, j'avoue, kiff-kiff, hein. C'est j'avoue. Mais kiff-kiff. justement, après, j'ai essayé de lire l'étiquette. Impossible, même avec mes lunettes, c'est tellement écrit Mhm. petit. Je voulais voir les grammes de glucides C'est la là-dedans. même chose que les patates, hein. C'est la même Ouais, ça a chose. la même teneur en glucides. Voilà, comme quoi on se laisse quand même Mhm. influencer. Même moi, Les légumes qu'on appelle les légumes oubliés, là, oui, les topinambours, les panais, ben, c'est des légumes racines, donc c'est un peu comme les carottes, hein. oui, Donc voilà. ça va. Mais du coup, il y a aussi toute cette vague de vegan, etc., qui arrive. Mais c'est pas pour ça que c'est peut-être mieux de manger. Voilà, c'est des choix alimentaires, mais ça ne change rien à l'aliment C'est fondamentalement. c'est des choix alimentaires, et je pense que ce qui manque, ce qui commence à manquer beaucoup voilà, je trouve, c'est le respect. On a l'impression que si on est vegan, on peut plus comprendre que quelqu'un mange de la viande ou du poulet. Moi, je pense que chacun fait comme il veut, selon ses croyances, mais qu'il faut il faut respecter les choix des Oui, autres. tout à fait, laisser le choix. Et alors pour ce qui est des véganes, donc c'est donc remplacer les protéines animales par les protéines végétales. Donc il faut quand même dire que si on achète
des hamburgers végétaux panés Oui. que pour manger obligatoirement, on doit faire à la poêle, on enlève beaucoup du bénéfice de l'apport en protéines végétales, puisqu'on ajoute à ça une grosse part de matière grasse. Oui, donc voilà, tout à fait. Il y a du pour et du contre. Oui, mais je crois que l'important, c'est de pouvoir laisser le choix aux gens et de ne pas être obligé. Voilà, les tout gens. à fait. C'est ce qui marche le plus, et dans la durée aussi. Hein. C'est bien connu. Il y a quelque chose que je voulais aussi soulever, c'est qu'on parle beaucoup de l'insulinothérapie fonctionnelle, mais je remarque qu'il y a encore des diabétiques insulinodépendants qui ne connaissent pas. Et est-ce que tu peux un petit peu expliquer le pourquoi et surtout qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice d'utiliser ça? Moi, ça a été révélateur. Alors, l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est adapter exactement les doses d'insuline rapides qu'on se fait avant le repas ou les bolus de la pompe à la quantité de glucides qu'on met dans son assiette. Mais donc, ça suppose quand même des prérequis. Ça veut dire que la personne qui va pratiquer l'IF, insulinothérapie fonctionnelle, doit connaître la quantité de glucides dans les aliments. Et donc, pour ça, on a différentes aides, on a des guides glucides, on a des applications, etc. Le petit guide, le petit guide qui a été fait par l'association du diabète. Et qu'on va rééditer cette année. Mais oui, parce qu'il y a plein d'aliments. J'ai cherché les patates douces. Voilà, il y a des aliments qu'on n'utilisait pas beaucoup. À l'époque, on l'a fait. Et donc, voilà, il y a aussi des plats préparés qui ne s'y trouvent pas. Oui, mais écoute, moi je trouve que c'est formidable en tout cas d'avoir ce petit guide qui coûte rien du tout quand on voit le travail que ça vous a demandé de reprendre toute une série d'aliments et qu'on calcule en grammes de glucides. Franchement, c'est un très bel outil, un formidable outil. Très utile, et même, je dirais même pour les personnes qui ne sont pas diabétiques, moi je l'utilise parfois pour faire prendre conscience de ce qu'il y a dans les aliments. Et parfois on est saisi, comme par exemple le croissant, ça m'a toujours, moi, quand tu m'as dit oui, mais il y a peut-être moins de glucides, mais qu'est-ce qu'il y a comme beurre en contrepartie? Donc voilà, c'est vraiment, c'est formidablement bien fait. Et je le recommande. Donc vous pouvez le trouver sur le site de l'association du diabète. Vous pouvez aussi moi j'ai un petit stock chez moi aussi parce que je le pas le distribue, mais je participe. Donc pour la personne diabétique, il y a ça qui va l'aider à connaître la quantité de glucides dans les aliments. La deuxième difficulté, c'est estimer le poids de l'aliment dans son assiette. Donc voilà, j'ai 5 patates dans mon assiette. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a 100 grammes, 150, 200 ou 250? Donc je pense qu'il faut accepter, si on fait l'IF, dans les premiers temps, de passer par une balance de ménage pour bien estimer même le pain. Hein. Et même le pain, parce qu'une tartine de ton boulanger au bout de la rue ou d'une tartine d'un pain chez Deleuze, ça pèse pas la même chose. Non, du tout. Donc il faut avoir une bonne idée des quantités qu'on mange. Et on est vite saisi quand on pèse une tartine d'un petit pain, d'un grand pain, d'un pain allongé. Une tartine ne vaut pas une tartine. Hein. Si tu prends une tartine du bout d'un grand pain rond ou une tartine du milieu, ça s'appelle toujours une tartine. Mais oui. C'est... Moi j'avais un monsieur comme ça qui me disait mais je mange le matin tartine. J'avais même monsieur mais quel pain évidemment il m'a montré les grosses tranches du milieu, les plus grandes. Effectivement c'était pas le bout du pain. Donc, et la même chose pour les pains coupés machine ou les pains coupés à la main. Donc le coupé machine, c'est des tranches, même pas d'1 centimètre. Quand on fait son pain soi-même et qu'on le coupe au couteau, c'est des beaucoup plus grosses tranches. Tiens, au Colruyt, petite parenthèse qui n'a rien à voir. Au Colruyt, tu peux choisir l'épaisseur de ta tartine. Oui. Je crois que c'est 9 ou 7, donc tu peux avoir une. Et donc connaître la quantité de glucides qu'on mange, c'est pas pour dire oulala, ça fait beaucoup de glucides. Non, c'est se dire je sais que je mange autant de glucides et donc que je dois faire mon insuline en conséquence.
Il y a aussi une idée fausse, enfin voilà, je trouve que ça mérite d'être dit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'on se fait beaucoup d'unités d'insuline, le diabète est plus grave que quelqu'un qui ne se fait pas beaucoup d'unités. Ça n'a rien à voir avec la gravité du diabète, ce sont les besoins d'insuline qui sont différents d'une personne à l'autre. Et parfois, il y a des personnes qui veulent pas augmenter leur insuline parce ils se disent ça veut dire que mon diabète est plus grave. Ben, résultat des courses, leur hémoglobine glycée est mauvaise. Ah oui, parce qu'ils ne Donc, mettent pas la quantité voilà. adéquate. Donc il ne faut pas hésiter à augmenter Oui. si c'est nécessaire. En fait, il faut toujours se faire la bonne quantité d'insuline pour avoir une bonne hémoglobine glycée. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est parfois saisissant par rapport à ce qu'on mange. Par exemple, la pizza, moi, ça m'a toujours... ça grimpe très très vite. Hein. Ben, la pizza, c'est beaucoup de glucides. Ouais. Pourquoi? Parce que il faut t'imaginer que toute ta pâte à pizza, c'est comme une grosse tartine, quoi, sur laquelle on a mis des tomates et des anchois. Donc ça veut dire qu'en apport... On me pose une question. Excuse de t'interrompre. Bonjour, malgré le Nutri-Score, comment lutter contre le sucre caché dans plusieurs aliments? Puisque vous abordez la question du Nutri-Score, c'est donc un système avec des couleurs et des lettres. Plus ça se rapproche du vert et plus la lettre se rapproche du A, plus l'aliment est nutritionnellement bon. Maintenant, les sucres cachés, c'est sur les étiquettes, mais c'est vrai que c'est toujours écrit très petit. C'est noyé dans une foule d'informations. Donc, en général, les sucres cachés sont regroupés dans donc vous avez glucides sur une étiquette, glucides, dont sucre, et le don sucre représente les sucres ajoutés par l'industriel. Mais je pense que le Nutri-Score ne doit pas être, pour un peu répondre à la question du monsieur, le Nutri-Score ne doit pas être utilisé pour savoir le nombre de glucides qu'il y a dans l'aliment. Le Nutri-Score est plutôt utilisé pour une valeur qualitative. Globale, voilà, c'est lié à l'apport en sel, c'est lié à l'apport en matières grasses saturées, c'est lié à l'apport en fibres. C'est pas lié au sucre. Voilà, et donc c'est plutôt pour choisir entre divers aliments. Je trouvais que tu avais donné un super exemple avec les céréales. Dans un magasin, il y a plusieurs sortes de céréales, et là, c'est au niveau qualitatif. Voilà, ça sert à comparer dans la même catégorie d'aliments, à pouvoir ressortir le produit qui est le meilleur sur le plan nutritionnel. Voilà, et c'est pas pour ça qu'il y aura plus ou moins de sucre dedans. Maintenant, donc, les sucres cachés, le sucre est un conservateur, donc même vous achetez un paquet de jambon sous vide, vous allez trouver du sucre, mais dans un pourcentage tellement faible, c'est pas très embêtant. C'est pas pour ça qu'on ne doit plus manger de jambon. Voilà, il ne faut pas non plus devenir tout à fait dingo et chasser. C'est malheureux qu'il y a du sucre un peu partout, mais bon, il ne faut pas s'arrêter de manger pour autant. Non. Et puis, quand monsieur dit sucre caché, il faut aussi voir ce qu'il entend par là, parce que, par exemple, un biscuit va contenir, admettons, 70% de glucides, ce qui peut paraître énorme. Pourquoi? Parce qu'un biscuit, c'est fait avec de la farine. Et dans la farine, il y a de l'amidon. Donc, on ne sait pas trouver un biscuit où il n'y a pas de sucre, même si l'industriel n'a pas rajouté de sucre. Tu as toujours le sucre de la matière première. L'amidon de la matière première. Oui, c'est pour ça que si on ne sait pas, si on n'a pas appris à lire les étiquettes, on se trompe un peu et on regarde le petit chiffre, parce qu'on met ça, c'est le sucre ajouté, mais on oublie que son biscuit, il y a de la farine dedans. Donc, ce qui est pas mal aussi. Je me suis gourée au début, pourtant tu avais expliqué. Ce qui est pas mal de savoir, c'est que je regardais pas où il fallait. Dans la liste des ingrédients, donc l'ingrédient qui est en tête de liste est celui qui est le plus présent dans l'aliment. Donc j'avais présenté une tablette de chocolat, donc où le premier ingrédient c'est sucre et graisse, et après tout le reste, cacao est très loin. Très loin. Donc c'était plutôt un bloc de sucre. Oui, qu'autre chose. Et qu'on appelle chocolat. Donc il faut. Mais ça aussi, c'est intéressant quand on fait l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est qu'on apprend à lire les étiquettes aussi. Et l'insulinothérapie fonctionnelle, je ne sais pas très bien dans les autres hôpitaux où je suis suivie comment ça se passe. Est-ce que c'est toujours
sur plusieurs jours? Est-ce Non. que... Il y a des hôpitaux où les formations se font le soir. Oui. Donc, par exemple, sur 5 semaines, un soir, 2 semaines. Mhm. Et nous, à Erasme, on le fait un peu différemment. On le fait 3 jours en ambulatoire avec le même groupe qui fait les 3 jours. D'accord. Pour Ouais. le suivi. Ouais. Mais ça, je pense que c'est tous les hôpitaux ont un mode de fonctionnement Probablement, oui. différent Oui, et on peut... oui. Mais non, c'est pas la panacée universelle, hein. Il y a des patients à qui ça convient pas du tout, parce que ils trouvent ça trop compliqué, parce Oui. qu'ils trouvent que se mettre à table, c'est pas commencer à compter les glucides, c'est d'abord se faire plaisir, voilà. Et d'autres patients à qui ça convient très bien, parce qu'ils ont l'impression d'avoir une meilleure maîtrise de leur diabète. Bah, moi, je dois quand même remarquer que depuis que bon, moi, Mhm. j'avoue que je ne le fais pas à 100%, mais Ouais. finalement, on mange toujours souvent la Oui, même chose. voilà. Donc, finalement, on sait les unités qu'on doit Mhm, mettre en mhm. fonction de ce qu'on mange. Ouais. Le pain, Mhm. c'est souvent le même pain qu'on achète. Ouais. Et même si je change de pain, bah, les premières fois, je pèse mes tartines et puis Voilà. c'est reparti. Mhm. Mais voilà, j'ai perdu de nouveau ma question, misère. C'est dimanche. Euh, voilà, j'ai vraiment plus ce que je voulais dire par rapport à l'insulinothérapie fonctionnelle. Ben, à mon avis, ce sera pour le prochain rendez-vous, prochain, le oui. prochain Facebook Live Ouais. qu'on fera. En tout cas, voilà, pour terminer aujourd'hui, voilà notre petite discussion. Si vous voulez encore poser des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, on y répondra. D'accord, ouais. Et donc on se retrouve dans plus ou moins un mois avec un autre invité. Je voudrais vous rappeler que donc il y a moyen de regarder le replay par après. Il y a moyen d'écouter le podcast. On mettra le lien. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, d'augmenter la communauté positive pour discuter et papoter. Et plus on parle du diabète, mieux c'est, hein. Oui. Voilà, et en plus, on aura moins de réflexion Tout à fait. et on n'arrêtera plus l'assiette Ouais. en disant tu ne Ouais. peux pas. Ouais. Voilà, exactement. Il faut continuer Oui. à pousser Ouais, ouais. sur l'information. C'est important. C'est très important. Mhm. Je voudrais remercier Vincent. Je ne t'ai pas oublié cette fois-ci, qui est mon ami et le technicien et qui me suit quand même depuis plusieurs années par rapport à DiaCoach. Et voilà, je vous souhaite encore un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bon dimanche.